Si tu veux partir à Neverland, je te conseille d'avoir fini d'abord ta poussée de croissance parce que sinon, squeak. Salut les gens et bienvenue sur ma chaîne Lemon June. Cette semaine j'ai eu envie de reprendre ma série de vidéos sur les contes pour enfants et je suis donc allée faire un petit tour du côté de Neverland en lisant Peter Pan. Je ne connaissais de Peter Pan que l'adaptation de Disney qui en a été faite, mais malheureusement je ne l'aime pas du tout. Fan de Disney, ne me maudissez pas. Pourquoi je n'aime pas cette adaptation? Parce que je trouve que les personnages y ont des traits de caractère abominables qui personnellement me font flipper, comme la jalousie, l'orgueil, la méchanceté et même la passivité, et j'ai l'impression qu'on fait passer tout ça sous une couche de couleur comme si de rien n'était. Si j'ai décidé de lire ce conte, c'est pour me réconcilier avec ces personnages en les rencontrant dans leur version originale, et je n'ai pas du tout été déçue, bien au contraire. Peter Pan est un conte incroyablement complexe et bien plus riche que ce que je pensais, et forcément maintenant, j'ai qu'une envie, c'est vous en parler. Je vous avertis d'ores et déjà que dans cette vidéo, je vais me concentrer exclusivement sur le personnage de Peter Pan, tout simplement pour des raisons de temps, parce que sinon ma vidéo aurait duré 1 heure facile. C'est pas que ça me dérange, mais je doute que ça te botte franchement. Maintenant, accroche-toi bien à ton ombre et glisse un dé à coudre dans ta poche parce qu'on va faire une petite balade imaginaire. Peter Pan est né en 1902 sous la plume de James Matthew Barrie, qui était un auteur écossais. La première fois que le personnage est apparu, c'était en tant que rôle secondaire dans un roman intitulé Le Petit Oiseau Blanc, où il est fait mention d'un tout petit bébé de 7 jours qui s'est envolé par la fenêtre de sa chambre pour rejoindre les jardins de Kensington. Le gamin est quand même au top niveau autonomie. C'est finalement en 1904 que Peter Pan deviendra le héros de sa propre histoire dans une pièce de théâtre intitulée Peter Pan ou le garçon qui ne voulait pas grandir, et c'est finalement en 1911 que l'auteur James Matthew Barrie adaptera sa pièce de théâtre en roman en la titrant Peter et Wendy. Et oui, à la base Wendy figurait dans le titre également, mais elle a giclé avec le temps. Concernant l'histoire qui entoure la création de l'œuvre, on a tendance à s'accorder sur le fait que James Matthew Barrie a certainement créé son personnage de Peter Pan en s'appuyant sur un épisode dramatique de sa vie, la perte de son jeune frère à 13 ans et dont sa mère ne se remit jamais. Si on s'appuie sur cet événement, on comprend que le personnage de Peter Pan, un petit garçon qui ne veut pas grandir, s'inspire plus que largement de l'image d'un frère mort qui par conséquent ne deviendra jamais adulte, mais aussi de l'auteur lui-même et de son enfance trop brutalement perdue. Je sais, c'est pas très joyeux tout ça, mais l'histoire n'est pas spécialement légère non plus, tu vas voir. La première fois que Peter Pan apparaît physiquement dans l'histoire, il est presque terrifiant et il va vraiment inquiéter Madame Darling, la mère de Wendy et de ses frères qui est en train de veiller tranquillement ses enfants, et pour ne rien arranger, Peter Pan qui déteste les adultes va la gratifier d'une horrible grimace histoire de bien la mettre dans le bain. Cette première image qu'on a du personnage correspond parfaitement à celle qui va être développée dans la suite de l'histoire parce que Peter Pan est en effet un enfant provocateur, orgueilleux, insolent, mais aussi très cruel, et ça j'y reviendrai. On est très loin de l'image de l'enfant rouquin et malicieux que Disney nous a présenté, croyez-moi, le personnage a sa part d'ombre. Et en parlant d'ombre, et on applaudit la transition de Lemon, c'est parce que Peter a perdu la sienne qu'il va se retrouver chez les Darling et commencer à pleurer au pied du lit de Wendy parce qu'il n'arrive pas à la récupérer ni à la rattacher. Là aussi, cette première apparition de Peter aux yeux de la jeune fille est très importante parce que autant le jeune garçon avait l'air d'un véritable chieur face à la mère, autant quand il est face à la jeune fille pour la première fois, il ressemble vraiment à un petit garçon désemparé et pour cause, il est en train d'essayer de rattacher son ombre à son corps avec une savonnette. Il est un peu con. Du coup, la gentille Wendy va proposer à Peter Pan de lui recoudre son ombre avec du fil et une aiguille, et en contrepartie, le jeune garçon l'invitera à le rejoindre à Neverland pour être son amoureuse ? Non, sa maman est celle de tous les enfants perdus qui l'accompagnent. Forcément, Wendy hésite un petit peu pour la forme, mais Peter a des arguments de fifou, je vous cite. « Si tu voulais venir avec moi, tu pourrais devenir leur maman pour raconter des histoires, repriser les chaussettes et faire la cuisine. En plus, je t'apprendrai à voler. » Ok, apprendre à voler c'est cool, n'empêche que si ce soir j'ai un gamin qui toque à ma fenêtre, qui rentre et qui me propose très naturellement d'aller repriser des chaussettes, je t'assure que je vais pas le recevoir comme un prince. Mais bon, je sais, on est au début du XXe siècle, faut pas non plus trop en demander, et Wendy est d'ores et déjà tombée sous le charme du jeune garçon. Elle va donc accepter de le suivre en volant accompagnée de ses frères, destination Neverland. Forcément, le moment doit être quand même pas mal funky, les enfants volent pour la première fois, le paysage est superbe, mais notre ami Peter va vite faire redescendre l'ambiance. Déjà, il est obnubilé à l'idée d'en mettre plein la vue à ses compagnons et c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de l'histoire. Peter est un personnage qui est bien plus préoccupé de l'image qu'il renvoie aux autres que des autres en eux-mêmes. C'est un héros, certes, mais un héros qui provoque lui-même toutes les situations qu'il doit affronter, quitte à mettre en danger les gens qui l'accompagnent, et c'est quelque chose de terrible parce que tant qu'il a le beau rôle, il s'en fiche. Par exemple, au moment de ce fameux départ, pendant que Wendy et ses frères sont en train de voler, le plus jeune d'entre eux, Michael, commence à s'endormir et donc tout simplement à descendre et chuter. Plutôt que de le
rattraper immédiatement, Peter Pan va attendre le dernier moment pour le remettre en piste, tout simplement pour avoir l'occasion de fanfaronner. Il y a aussi un autre passage pas mal éclairant qui intervient juste après, pendant que Wendy et ses frères sont en train de survoler Neverland pour la première fois. Peter va alors leur poser une petite question tranquillou bilou. Tu veux prendre d'abord le thé ou vivre tout de suite une aventure? Wendy et Michael préfèrent le thé, mais John, intrigué, aimerait bien connaître sa première aventure. Regarde en dessous de nous, il y a un pirate endormi. Si tu veux, on peut aller le tuer, dit Peter. Voilà, rien de mieux qu'un petit meurtre, histoire de bien commencer la journée avant d'aller prendre ta camomille. Parce que oui, Peter est un enfant, mais un enfant qui n'a aucun mal à zigouiller ce qui le dérange, et ça inclut les pirates, mais aussi ses amis dès qu'il commence à grandir. Neverland est bien, comme son nom l'indique, le pays du jamais, pas celui du toujours, et cette distinction est vraiment très importante parce qu'elle met bien plus l'accent sur le fait que les enfants qui y habitent ne deviendront jamais adultes, et pour cause parce qu'ils seraient tués si c'était le cas, plutôt qu'ils resteront toujours enfants. À Neverland, il est strictement interdit de grandir, et le problème c'est que le seul qui n'a aucun souci à se faire de ce côté-là, c'est Peter. Pour le reste, dès que ses compagnons commencent à afficher trop de centimètres au compteur, il les tue tout simplement, nature confiture, sans pression. Autant Peter Pan est un leader pour les enfants perdus, qu'il aime et l'admire parce qu'il leur fait vivre de grandes aventures, autant ils le craignent énormément, et pour cause, Peter Pan est un véritable dictateur. L'apogée du conte va arriver au moment où Peter Pan va délivrer Wendy, ses frères et les enfants perdus qui ont été capturés par le capitaine Crochet. Juste pour le plaisir d'ailleurs, je me sentais obligée de vous donner une petite citation qui m'a bien fait rire à ce moment-là. Le cœur de Peter bondit dans sa poitrine. Wendy prisonnière sur un bateau de pirates, elle qui aimait tant l'ordre et la propreté. Je la délivrerai, s'écria-t-il. Bref, Peter finit par arriver, tous les pirates sont tués ou alors ils se sont enfuis, les enfants sont libres et se le mettre à bord, et plutôt que de faire péter les confettis et le champomis, Peter va alors endosser les habits du capitaine Crochet, tenir un petit discours qui dit en substance que le premier qu'il contrariera ne verra pas la lumière du jour le lendemain matin, et s'enfermer dans la cabine du capitaine Crochet pour finir par recroqueviller sa main comme ça. Le môme est ultra flippant. On comprend à ce moment-là que dans ce conte, on est aussi face à la thématique du double. Peter et Crochet ont beau être ennemis, il y a beaucoup de similitudes qui les rassemblent. Le tic-tac du réveil qu'a avalé le crocodile qui a aussi mangé la main du capitaine Crochet symbolise bien évidemment le temps qui passe et le rapproche donc de la mort. Peter quant à lui n'a pas vraiment peur de la mort à proprement parler parce qu'il la considère comme une action presque héroïque dans le monde d'aventure dans lequel il vit, mais il a tout de même peur du temps parce qu'il s'agit du phénomène qui est capable de le faire devenir adulte. Finalement, c'est comme si Peter et Crochet étaient deux ennemis naturels qui partageaient la même peur. Peter ne peut pas voir Crochet parce qu'il symbolise les adultes, mais Crochet de son côté ne peut pas voir Peter non plus, tout simplement parce que pour un adulte qui a peur de la mort, rencontrer un enfant qui restera toujours enfant lui est absolument insupportable. Ils luttent l'un contre l'autre alors que finalement ils désirent la même chose, arrêter le temps. C'est vrai qu'avec tout ce que je vous ai dit sur Peter, il y a de fortes chances que vous ayez pas spécialement envie maintenant de l'inviter à votre goûter d'anniversaire, mais pour sa défense, je dois avouer que le pauvre garçon a vraiment des circonstances atténuantes. Dans le conte, le jeune héros va raconter qu'il s'est enfui de chez lui alors qu'il n'était encore qu'un bébé, avec l'envie de se balader, et que lorsqu'il a tenté de revenir, il y avait des barreaux aux fenêtres de sa maison, et que sa maman l'avait remplacé par un autre bébé dans son berceau. Forcément, pour Peter, à partir de ce moment-là, les adultes vont symboliser la trahison. Le héros se construit dans l'idée qu'il a été rejeté, abandonné, et il va ressasser tout ça, ce qui va former un espèce d'affreux bouillon qui va le rendre tel qu'il est à ce moment-là dans le conte, c'est-à-dire un jeune garçon éperdu de reconnaissance qui est aussi un véritable despote. Il y a vraiment énormément de possibilités d'analyse pour ce conte et je ne prétends pas du tout détenir la bonne. Il n'empêche que quand j'ai fini ma lecture, j'ai vraiment eu la sensation de me trouver face à Peter Pan avec un personnage tragique. Pour moi, je considère Peter Pan comme un enfant qui est coincé dans l'enfance justement, bien plus que comme un héros qui choisit de ne pas grandir. En refusant de vieillir, Peter se condamne à la douleur permanente de se vivre comme un enfant abandonné, délaissé, rejeté, mais en plus, il s'empêche de vivre des choses qui pourraient participer à son évolution dans le bon sens, comme par exemple l'amour romantique, et pour vous en donner une idée, je vais vous citer un petit passage entre Peter et Wendy. « Quels sont tes sentiments pour moi, Peter ?» demanda-t-elle enfin. Avec assurance, il lui répond qu'il a pour elle les sentiments d'un fils dévoué. Wendy avait deviné juste, il ne lui reste qu'à être sa mère. Peter ne veut pas grandir. C'est bizarre, dit encore Peter. Tu es comme Lys Tigré. Elle non plus ne veut pas être ma mère. Peut-être que Clochette acceptera le bon gros complexe de Deep. Peter est en quête permanente d'une maman et le seul amour qu'il veut, c'est celui dont il a été privé. C'est pourquoi, vu qu'il rejette les adultes, il va aller essayer de trouver cette affection auprès de toutes les jeunes filles qui l'entourent, c'est-à-dire qu'il y aura Wendy, mais aussi Lys Tigré, une jeune fille indienne qu'il a sauvée lors de l'une de ses aventures,
et aussi la fée Clochette. Pour faire une petite parenthèse sur Clochette d'ailleurs, à un moment dans le conte, la petite fée va aller jusqu'à risquer sa vie en buvant une boisson empoisonnée que le capitaine Crochet a préparée pour Peter Pan pour essayer de faire comprendre à ce dernier qu'il court un grand risque s'il la boit. La petite fée agit par amour, elle risque littéralement sa vie pour le jeune garçon dont elle est éprise et vous verrez que la récompense qu'elle aura pour ses bons et loyaux services sera pire que rien, mais ça je vous en parlerai à la fin. Personne ne peut finir heureux dans cette histoire parce que Peter ne vit que dans le présent. Il évolue dans une temporalité qui est circulaire. Neverland, c'est son royaume où il vit des aventures à l'infini, sans autre but qu'elle se répète encore et encore pour toujours sans qu'il grandisse jamais. Wendy de son côté vit dans une temporalité qui est linéaire comme la nôtre où les événements se succèdent et où elle évolue. À partir de là, on comprend que toute évolution de la relation entre les deux personnages est impossible vu qu'elle est prisonnière du présent. La relation entre Peter et Wendy ne peut être que ce qu'elle est et rien d'autre. C'est l'une des raisons pour lesquelles Wendy finira par demander à Peter de rentrer chez elle avec ses jeunes frères, tout simplement parce qu'elle ressent que la relation avec le jeune héros ne peut pas évoluer. Il ne recherche qu'une maman pour lui et les autres enfants perdus, mais en plus Wendy a constaté que ses jeunes frères avaient complètement oublié leurs parents et elle ne peut l'accepter. Ce sera donc retour au bercail. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, à l'origine, le titre du roman était Peter et Wendy, mais au fur et à mesure du temps, le nom de Wendy a été évincé au seul profit de celui de Peter Pan. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très dommage parce que, après ma lecture, j'ai trouvé que ce livre était bien plus l'histoire de Wendy, son aventure avec une fin et un début bien défini que celle de Peter. Lorsque Peter va raccompagner Wendy chez elle, cette dernière va demander à ses parents s'ils sont d'accord pour adopter tous les enfants perdus qu'elle a ramenés avec elle. Les parents acceptent, pas de pression chez les darlings. Et Wendy va alors demander à Peter s'il veut se joindre à eux. Ce dernier, évidemment, va refuser très fortement parce qu'il sait que s'il s'en va de Neverland, il ne grandira jamais. Et du coup, il va proposer à Wendy de repartir immédiatement avec lui, mais la mère de la jeune fille va s'interposer et tous trois vont finalement arriver à un accord qui sera que une fois par an, Wendy pourra aller à Neverland avec Peter Pan pour le grand ménage de printemps. Cette histoire, c'est la consécration du ballet comme outil de prédilection de la femme. Au fur et à mesure du temps, Peter va tout simplement oublier Wendy et venir la chercher des années plus tard comme s'il était parfaitement à l'heure. Mais pire encore, il est tellement coincé dans les aventures qu'il vit à Neverland indéfiniment qu'il finit par oublier tout ce qui ne touche pas au présent. Et lorsque Wendy, plusieurs années plus tard, lui raconte les aventures qu'ils ont vécues ensemble, il lui répond, je cite, « Qui est le capitaine Crochet ?» demanda-t-il avec curiosité quand elle lui parla de l'ex-ennemi numéro 1. « Comment ?» s'étonna-t-elle. « Tu ne te souviens donc pas comment tu l'as tué et nous a sauvé la vie ?»« Je les oublie dès que je les ai tués, avoua-t-il avec insouciance. Quand, sans trop y croire, elle demanda si la fée Clo serait heureuse de la revoir, il répondit « Qui est la fée Clo ?»« Peter !» dit-elle scandalisée. Mais elle eut beau lui expliquer, il avait tout oublié. « Tu comprends ?» dit-il, « elles sont si nombreuses. Je suppose que celle-là est morte. » Souvenez-vous, Clochette avait quand même essayé de sauver Peter au péril de sa vie, et j'ai beau ne pas aimer son personnage, je trouve que là, elle prend quand même gravement cher. Finalement, au fur et à mesure du temps, Peter espacera de plus en plus ses visites, tant et si bien que lorsqu'il reviendra pour la dernière fois voir Wendy, cette dernière sera déjà adulte, mariée et aura une enfant. Peter demandera encore une fois à Wendy de le suivre pour de nouvelles aventures, et cette dernière évidemment refusera. Et l'insouciant et très égoïste Peter, contrarié, finira par emmener la fille de Wendy et plus tard la fille de sa fille et la fille de sa fille de sa fille et ainsi de suite. Le conte se finira alors sur ces mots et les choses continueront ainsi aussi longtemps que les enfants seront joyeux, innocents et sans cœur. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura intéressé et plu. Moi en tout cas j'ai pris un gros plaisir à la faire et maintenant que je meurs d'envie de tout savoir sur votre relation à Peter Pan, dites-moi tout en commentaire. Évidemment ce que je vous ai proposé ici ce n'est qu'une toute petite et très modeste analyse qui répond bien plus à une volonté de partager avec vous mes réflexions de lecture qu'à imposer un sens à cette œuvre. D'ailleurs si vous avez des réflexions qui sont différentes des miennes, je vous engage fortement à me les donner en commentaire, je serai ravie de pouvoir en discuter avec vous. J'ai une petite annonce à vous faire dans cette fin de vidéo, mais juste avant, je voudrais vous partager une citation de Tolkien vis-à-vis de Peter Pan que je trouve absolument magnifique. Les enfants sont faits pour grandir et non pour devenir des Peter Pan. Non pour perdre l'innocence et l'émerveillement, mais pour avancer dans le voyage fixé. Ce voyage dans lequel il n'est certainement pas meilleur de progresser dans l'espérance que d'arriver au but, encore que nous devions voyager avec l'espoir pour arriver. Mais c'est une des leçons données par les contes de fées, qu'à la verte jeunesse, godiche et égoïste, le danger, le chagrin et l'ombre de la mort peuvent conférer la dignité et même parfois la sagesse. Tolkien quoi.
Maintenant, une petite annonce avant de vous laisser. Mardi prochain, il n'y aura exceptionnellement pas de vidéo sur ma chaîne, mais on pourra quand même se voir parce que entre jeudi et samedi, je serai chez Pauline de la chaîne Pin-Up Apple & Books et on a très envie de vous préparer un petit live. Le live aura lieu a priori sur Twitch. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire la date et les horaires qui vous arrangeraient le plus a priori dans la fourchette qu'on va vous donner. Nous, on se chargera de vous donner la date finale en barre d'infos, mais aussi sur les réseaux sociaux. On espère que ça vous fera plaisir. J'avoue que j'ai très hâte. En attendant, je vous laisse comme d'habitude, je l'espère, entre les pages d'excellents livres et je vous dis rendez-vous ici même le 2 août pour une petite virée littéraire japonaise et sucrée dans le cadre du superbe projet du Sun & Books dont je vais tout vous dire en barre d'infos, vous verrez. Bisous estivaux.